Je retrouve Fanny Lafontaine, avocate, professeure et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux à l'Université Laval. Bonsoir, professeur Lafontaine. Bonsoir. J'aimerais justement parler avec vous de cette enquête de la Cour pénale internationale sur les atrocités commises en Ukraine depuis le début de l'invasion. On compte des milliers de morts, on le sait, jusqu'à maintenant, chez les civils, au moins 400 juste à Boutcha. Le premier ministre Trudeau, il y a un instant, nous parlait des viols. Est-ce que le Canada pourrait véritablement jouer un rôle dans cette enquête? Et si oui, à quoi ça pourrait ressembler, ce rôle du Canada? Mais vous l'avez dit, donc déjà, la Cour pénale internationale enquête, et c'est assez exceptionnel parce que d'habitude, elle a compétence lorsque les États qui sont impliqués sont partis à son statut, ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine et de la Russie. Et donc, l'Ukraine, exceptionnellement, en 2014, même si elle n'est pas partie au statut, a demandé à la Cour pénale d'enquêter, ce que le procureur a fait. Et le procureur, lorsqu'il a voulu ouvrir une enquête, a demandé aux États du parti de l'aider, en fait, et de lui référer la situation. Ce que le Canada a fait avec 40 autres États partis. Donc, déjà, le Canada a eu un rôle pour permettre au procureur d'ouvrir une enquête sans demander au juge. Bon, enfin, c'est un détail, mais donc le Canada est un des 41 États partis qui a déjà soutenu le procureur. Et le procureur, par la suite, une fois que l'enquête a été ouverte, a demandé aux États, justement, qui l'avaient sollicité pour enquêter, de lui fournir de l'argent et de lui fournir aussi des experts nationaux. Donc, le Canada a fourni déjà des agents de la GRC. On a entendu ça la semaine dernière. Donc, déjà des agents de la GRC pour joindre l'équipe de procureur. Donc, c'est déjà un premier pas, mais évidemment, il va falloir voir jusqu'où ce soutien-là va se continuer, parce qu'une enquête de cette ampleur, sur des crimes de cette ampleur aussi, évidemment, va pas prendre quelques semaines, et donc ce soutien-là du Canada qui est bienvenu, qui sont évidemment des premiers pas importants, va devoir vraiment se maintenir dans le temps et se maintenir à un niveau très élevé pour que le Canada puisse vraiment avoir un impact sur la capacité de la Cour pénale internationale d'enquêter, de tenir éventuellement des personnes responsables des crimes. Oui, parce que vous dites que ça va pas prendre des semaines. Expliquez-nous justement comment ça fonctionne, une enquête de la Cour pénale internationale. Quelles sont les étapes à suivre? Mais là, évidemment, l'enquête est déjà ouverte. Donc, on va passer outre les étapes qui auraient pu précéder parce que des fois, simplement pour ouvrir une enquête, c'est très long. Mais là, le procureur, donc, l'enquête est ouverte et il est déjà sur le terrain avec des équipes d'enquêteurs, ce qui est assez exceptionnel aussi parce que comme les crimes se déroulent en Ukraine et que l'Ukraine évidemment, est ouverte à l'enquête de la Cour pénale internationale, eh bien, les procureurs ont accès aux scènes de crime. Et donc là, par exemple, à Boutcha, qui a été récemment libéré, et donc sous le contrôle de l'Ukraine, mais les enquêteurs peuvent avoir accès immédiatement aux scènes horribles qu'on a vues, documenter, donc identifier les personnes, vérifier que ce sont bien des civils, par exemple récupérer des balles qui ont été utilisées pour les meurtres, pour éventuellement les associer à des armes qui, elles, vont être associées à, par exemple, des armes qui sont détenues par l'armée russe, etc., vont pouvoir interroger des témoins pour déterminer qui a vu ce qui s'est passé, etc. Et donc, cette collecte de preuves-là, en temps réel, si vous voulez, alors que les crimes viennent tout juste d'être commis, c'est exceptionnel et ça arrive pas toujours dans les zones de guerre. Donc ça, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Les enquêteurs vont identifier des crimes, parce vous l'avez dit, il y en a des masses. Et donc, on va sélectionner certains incidents pour aller vraiment au fond des choses, identifier donc la violation, le crime, et ensuite essayer de voir qui est responsable. Donc, évidemment, les soldats sur le terrain, mais qui leur donnait des ordres, et ainsi remonter éventuellement jusqu'au Kremlin. Et ça, c'est une preuve qui est difficile à faire, mais qui peut se faire avec notamment, la preuve sur le terrain, mais aussi toute la preuve digitale, donc qui peut être les communications qui sont interceptées. Et là, on va voir comment le procureur va obtenir le soutien des États, y compris des États-Unis, qui, avec leurs services secrets, etc., sont en mesure de donner des informations cruciales pour établir les responsabilités des crimes qu'on voit présentement en Ukraine. Oui, c'est ça. Pour revenir aux preuves qui sont recueillies sur le terrain, il y a aussi évidemment des photos, des vidéos qui circulent à la télé, sur les réseaux sociaux. Je me demandais, est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la cueillette de preuves? Est-ce que, en fait, les réseaux sociaux aident ou compliquent la cueillette de preuves? Les deux, en fait. Ouais. En fait, c'est clair qu'ils aident, parce que, évidemment, si on regarde, par exemple, les enquêtes qui avaient cours dans les années 90-80, il n'y avait pas cet amas de preuves-là. Mais vous l'avez dit, il y en a beaucoup. Et ça, c'est un des enjeux, et le procureur l'a déjà identifié. C'est d'ailleurs un des éléments sur lesquels il souhaite avoir l'aide des États, c'est de bâtir une capacité beaucoup plus grande d'amasser la preuve. Donc, d'identifier les sources de ces preuves-là, parce qu'une preuve, si une photo n'est pas identifiée, qu'on ne peut pas identifier sa source, sa véracité, etc., elle ne sert à rien. Et donc, il faut identifier
identifier la source. Ensuite, ça prend des outils de traduction, par exemple, lorsqu'il y a des choses qui sont pas seulement des images, mais des témoignages. Il faut ensuite voir vraiment, faire des liens entre les différentes preuves qu'on a comme ça dans le monde digital, disons, pour ensuite aller identifier des témoins. Donc, à la fois, c'est exceptionnel d'avoir ces preuves-là, directes, mais aussi en raison de l'ampleur, de la quantité, de l'ampleur de ces preuves-là, ça prend des outils qui sont complexes et qui coûtent cher. Et donc, le procureur le fait. D'ailleurs, simplement pour ajouter, il y a des organisations qui sont devenues spécialisées dans ce genre de collecte de preuves-là. Et j'ai l'impression que le procureur va aussi travailler de pair avec ces organisations-là pour aller, si on veut, distiller dans la masse d'informations disponibles celles qui permettent vraiment d'avoir un impact dans une preuve qui va être utilisée devant un tribunal au final. Oui, c'est ça. Et on sait qu'évidemment, le régime russe parle de ces vidéos truquées, des images de fake news. Finalement, on verra jusqu'où ça tient, ces arguments par les autorités russes. Je veux revenir avec vous sur ce qui est le fait de tenir responsables ceux qui ont commis ces crimes. Vous en parliez il y a un instant. En fait, qui pourrait ultimement être tenu responsable? Est-ce que ce sont les soldats sur le terrain, les officiers qui donnent les ordres, ou est-ce que, justement, on pourrait remonter jusqu'au président Vladimir Poutine? En fait, tout le monde. C'est-à-dire qu'en droit, évidemment, le soldat qui tue un civil est responsable de crimes de guerre, mais aussi celui qui a ordonné, ou celui qui a ordonné, disons, des campagnes de massacre, ou encore même un supérieur, par exemple, un dirigeant militaire, dans un contexte où, par exemple, le dirigeant militaire n'a pas nécessairement ordonné la commission des crimes, mais savait que les soldats allaient en commettre et n'a rien fait pour les prévenir. Donc, il y a plusieurs méthodes pour attribuer une responsabilité à partir des petits poissons, c'est-à-dire ceux qui commettent le crime sur le terrain, jusqu'aux plus hauts dirigeants. Et là, il faut faire des distinctions, parce que la CPI, donc la Cour pénale internationale, elle, souvent va s'intéresser aux plus hauts responsables. Ça ne veut pas dire simplement le chef d'État, mais quand même ceux qui ont une grande responsabilité, soit en raison de la gravité des crimes ou de leur position. Mais c'est pas les seuls qui enquêtent présentement. L'Ukraine enquête. Les procureurs ukrainiens enquêtent avec des équipes notamment de d'autres États qui viennent les soutenir dans leurs enquêtes. Et ce sont eux, les tribunaux ukrainiens, qui au premier chef vont poursuivre la majorité des personnes responsables. Et là, on pourrait aller du soldat qui a été capturé et qu'on a des preuves qu'il a commis des crimes de guerre, jusqu'au commandant, par exemple, qui se trouve en territoire ukrainien. Oui, c'est ça. Et on va voir aussi à quoi s'exposent les personnes qui seront finalement tenues responsables. Fanny Lafontaine, on aura certainement l'occasion d'en reparler avec vous. Je rappelle que vous êtes avocate et professeure titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux à l'Université Laval. Je vous remercie beaucoup de vos lumières. Merci. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.